Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il y a des gens qui pardonnent. Biso bagel ya lelo soki topamoni biso na place moko to bazana posa na biso ezalaka na rien que pour tout ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Vous informer, former, c'est notre devoir des téléspectateurs à mode chaud d'Ogène. Bonsoir et bienvenue à votre émission qui nous souhaite vous mettre au parfum, surtout des activités marquant la jeunesse congolaise. Ce soir, sur ce plateau, nous allons juste analyser, comme nous sommes à la découverte de la littérature congolaise, et pour en parler en face de moi, nous avons réussi un trop jeune écrivain, Pat le Gourou. Je crois bien que lui-même va pouvoir nous donner de précisions sur sa présentation. Pour le plus simple précision de vous qui nous suivez de partout. Pat, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci beaucoup. Qui est Patrick? Non, je dis Pat le Gourou comme vous l'avez écrit ici. Qui est Pat le Gourou? Bon, moi j'ai une définition très courte de Pat le Gourou. Je dis toujours que Pat le Gourou c'est l'élan en fait qui fait écrire quoi. C'est cet élan qui prend le lecteur d'un endroit à un autre à travers un déplacement émouvant des lettres. C'est votre nom? Bon, Pat le Gourou, c'est votre nom ou bien c'est juste... Pat le Gourou, c'est mon nom de plume et ceux qui me connaissent à travers ma plume m'appellent comme ça. Vous êtes auteur de combien d'ouvrages avant même que j'entre dans le bain de vos livres qui est en face de moi? Alors, je suis auteur de 6 ouvrages maintenant, 6 ouvrages littéraires. Il y a Inspiration, qui est un recueil de poèmes qui est paru aux éditions L'Harmattan à Paris. Il y a Actu Poésie 2019, qui est un recueil, un condensé de toute l'actualité congolaise de l'année 2019. Ensuite, il y a Boya, qui est une nouvelle. Après Boya, il y a le 34, qui est un recueil de nouvelles. Ensuite, il y a le panafricanisme cauchemar de l'Afrique, qui est un essai. Et enfin, il y a Tété, qui est un recueil de poèmes spécifiquement adressé à quelqu'un qui m'a été très cher. Pat le Gourou, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Je vais commencer avec le tout premier, le panafricanisme, le cauchemar de l'Afrique. Quel est le message clé? Mais qu'est-ce qui vous a motivé d'abord de pouvoir intituler de la sorte? Bon, c'est parce que je pense que le panafricanisme, on en parle depuis plusieurs années déjà. Depuis plusieurs années déjà, on en parle. On continue d'en parler et d'ailleurs l'Union africaine s'appelle Organisation panafricaine. On parle tellement de panafricanisme qu'on a l'impression justement que le panafricanisme s'est déjà réalisé. Alors que le malheur avec le panafricanisme, c'est que on en parle, mais tous les jours, c'est un rêve. À force de rêver et de ne jamais avoir le résultat lorsqu'on se réveille, le rêve s'est transformé en cauchemar. Alors j'ai dit le panafricanisme, c'est le cauchemar de l'Afrique. Vous êtes aussi l'un de ceux qui adhèrent dans les mouvements panafricanistes? Non, moi je ne suis pas un panafricanisme dans le sens du panafricanisme prôné par... surtout par le Kwame Nkrumah et les autres. Je ne suis même pas panafricanisme dans le sens de ceux qui soutenaient les idées du panafricanisme avec en fond la toile de la négritude. Je ne suis pas ce genre de panafricaniste là. Je pense que on n'a pas besoin forcément d'aller vers un panafricanisme pour réussir le décollage de l'Afrique.
Donc, je suis convaincu que on devrait aller dans des sortes, c'est vrai, de régionalisme qui devrait donner une impulsion suffisante. Donc, je crois que si chaque coin de l'Afrique réussit déjà son démarrage, l'Afrique suivra. Pensez-vous que les nègres sont-ils fiers d'autres nègres? Le problème avec ça, c'est que le nègre, d'abord, on lui a même pas dit c'était quoi être nègre. Maintenant, être fier du fait qu'on est noir, je ne sais pas ce que ça rapporte. Ça n'a rien à... Pour moi, je pense que à l'époque, ça pouvait tenir. Je pense que la négritude, c'est quelque chose de contextuel. Le contexte du moment de la création de la négritude était un contexte favorable. Mais les années sont passées. Le message pour moi de la négritude, si on continue de le porter aujourd'hui, risque d'être un très mauvais message. Parce que ceux qui soutiennent la négritude sont notamment ceux qui soutiennent une Afrique des Noirs. Alors que je sais, je suis convaincu qu'en Afrique, il n'y a pas que les Noirs. Ici, lorsque vous parlez au moins de panafricanisme en tant qu'expression de la solidarité entre le peuple africain et d'origine africaine, en tant que volonté d'assurer la liberté du continent africain, au juste, vous voulez nous dire quoi, bien vous voulez dévoiler quoi aux lecteurs? En fait, dans mon essai, quand je parle de ça, en fait, ça, ce n'est pas ce que je soutiens, c'est comme ça que les autres l'ont défini. Ils ont voulu justement que ce soit un mouvement de solidarité entre Africains, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que personne n'a demandé aux Africains s'ils voulaient vraiment se mettre ensemble. Personne n'a dit qu'on doit se mettre ensemble parce qu'on est noir. Ça, c'est ce que je soutiens. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on doit se mettre ensemble. La négritude, c'est ce que ça voulait. À l'époque, c'était bon, écoute, nous sommes noirs, il faut qu'on se tienne par la main, ainsi de suite. Mais le problème avec la négritude, c'est que d'abord, c'est un courant qui est né ailleurs, en Amérique, qu'on a voulu emmener en Afrique. C'était noble, la démarche n'était pas mal. Mais la lutte, on est tous dans la même arène, mais la lutte était différente. Le noir, le nègre qui était en Amérique, il luttait pour rester en Amérique, en montrant aux autres que lui est un homme aussi. Le nègre qui est en Afrique, le nègre qui voulait retourner en Afrique, il luttait avec la négritude pour que le blanc qui est là-bas parte. Les démarches étaient différentes, même si le combat était le même. Finalement, à la fin, on s'est rendu compte que le combat n'était même plus le même. Je suis convaincu que négritude, ça ne suffit pas pour se sortir d'affaires. Le monde aujourd'hui va trop vite pour qu'on se limite à des aspects de couleur de peau. S'il faut orienter ou soit critiquer les Africains à ce qui concerne la négritude, que diriez-vous? Mais je pense, comme je viens de le dire, le monde va trop vite pour espérer se développer en se basant sur le critère de peau. Le critère de peau, pour moi, n'est pas un facteur de développement. Je pense que le critère de peau est un facteur de respect. Il n'est pas normal qu'on ne me respecte pas parce que je suis noir. Là, je vais revendiquer justement ma fierté d'être noir en disant je suis noir, je l'assume, je ne suis pas bête. Mais je ne veux pas dire qu'on doit, pour qu'on se développe, il faut qu'on soit tous fiers de notre identité noire. Je ne pense pas. Ce n'est pas un critère de développement. Non, pour moi, ce n'est pas un critère de développement, pas du tout. Bien que ce n'est pas au moins notre sujet du jour, mais quand même, je vais emprunter vos verbes là pour vous poser aussi cette question. Aujourd'hui, nous avons un problème de la congolité. Est-ce que ce n'est pas aussi un frein pour le développement de la RDC? Oui et non. La congolité, pourquoi c'est un frein? C'est un frein parce que pour que ce pays se développe, on n'a pas besoin forcément d'être congolais. Le pays, on a besoin de l'aimer, je suis d'accord. Mais la congolité, ce n'est pas ça qui va faire qu'on se développe. Les Juifs, là où ils sont, partout dans le monde, tout ça, les États-Unis, ainsi de suite, n'est pas arrivé là grâce aux Américains. Pas du tout. Il y a les Juifs, il y a les Noirs, voilà. Le critère de développement doit être à chercher ailleurs. Il faut qu'on se soude, qu'on se tienne la main. Il faut qu'on regarde ensemble pour arriver à un développement. Si je vois un Libanais qui vient chez moi, qui est capable de construire ce que moi je n'ai pas, je soutiendrai, pourvu que moi j'y tire avantage. Maintenant, pourquoi je disais oui? Parce que je pense qu'à un certain moment,
un certain degré de responsabilité dans le pays, laisser aussi aux étrangers, je crois que c'est un peu risqué. Je comprendrais aussi qu'il y ait certains postes, certaines étapes de verrouiller, en ce que ne peut être là qu'un Congolais que les autres appellent de père et de mère. Mais il faut aussi voir ce qui se passe ailleurs. Nicolas Sarkozy n'est pas français de père et de mère. Barack Obama. Et pourtant, les exemples, il y en a légion. Il y en a légion. Et pourtant, ils ont fait avec... Parce que le monde tel qu'il va aujourd'hui, si on aspire à ce qu'on appelle globalisation, mondialisation et disparition des frontières, et qu'on commence encore à prôner l'État lui-même, on est un peu perdu. Le monde tel qu'il va aujourd'hui, peu importe d'où tu viens, pourvu qu'on se tienne la main et qu'on travaille, mais, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire, mon contrôle à moi, Congolais, c'est que, à certains postes, qu'il n'y ait que des Congolais, je peux comprendre. Mais il ne suffit pas d'être Congolais pour aimer le Congo. Il y a des étrangers qui aiment ce pays plus que les Congolais eux-mêmes. Merci beaucoup, Pat. Fermons au moins cette parenthèse. Je suis en face de vous avec les 34 nouvelles. Il y en a 34 ou bien c'est juste que vous avez jugé bon d'intituler ça 34 nouvelles? Non, il n'y en a pas 34, il y en a 6 à l'intérieur. Le 34, c'est juste un titre. Pourquoi seulement 34? Non, parce qu'il y a une histoire dans ce recueil-là qui se déroule à une adresse qui porte le numéro, un domicile, un lieu qui porte le numéro 34. Vous avez Téléma ici. Dans Téléma, les messages que vous voulez, c'est une manière de sensibiliser, d'interpeller la conscience de la jeunesse congolaise, ou bien vous êtes juste jeu bon d'intituler ça Téléma pour attirer l'attention de vos lecteurs? Bon, déjà, comme j'aime à le dire, quand on écrit des nouvelles, des récits, tout ça, on n'a pas besoin d'avoir un message derrière. Mais s'il y a un message, pourquoi pas? Téléma, par exemple, Téléma, c'est l'histoire d'un homme qui est dans un bateau, un docker qui est dans le port, qui charge les bateaux, tout ça. Le bateau est devenu son copain, quoi. Ils discutent tous les jours, mais de temps en temps, le bateau va en Europe et revient. Pour le noir qu'est le docker, c'est de la traîtrise de la part du bateau d'aller en Europe sans l'amener lui. Il se rend compte que le bateau va et vient, mais lui reste là. Lui, le nègre, lui, le noir, il reste là. Parce qu'il se dit que le blanc qui est venu l'a mis dans cette situation-là. Le bateau va côtoyer le blanc et il revient. À un moment, il se dit non, je crois que ce n'est plus ça la solution. Il est retourné travailler. Quand il a travaillé, il est revenu. Que d'aller en Europe, il a plutôt jugé bon d'acheter carrément le bateau. C'est ça en fait l'histoire. Maintenant, si on veut y trouver un message, on trouvera forcément. C'est-à-dire que la richesse, ce n'est pas d'aller en Europe. La richesse, je pense que c'est d'avoir les capacités d'aller et de revenir. Parce que aller, c'est normal. Le plus grand livre, c'est le voyage. Ça doit être ça la richesse. Mais la véritable richesse, ce n'est pas de penser que la richesse se trouve en Europe. La richesse, c'est dans le travail qui te permet d'aller et de revenir. Et lorsque nous quittons Téléma pour aller à Rando, donc à faire guerre, à faire conflit ou bien... Non, Rando c'est juste un nom. C'est le nom d'une personne. Alors j'ai appelé ça comme ça Rando. Rando c'est juste l'histoire c'est quelqu'un qui était ce qu'on appelle chez nous un koulou dans une certaine époque, qui est devenu un receveur. Et j'y raconte un peu son histoire, quoi. Voilà. Vous habitez Ndjili? Non, moi je n'habite pas Ndjili. Mais dans Rando, je parle de Ndjili que j'ai côtoyé à un moment parce que moi je suis le fruit du collège Bonsomi. D'ailleurs, j'en profite pour saluer la mémoire du père Léqui qui nous a quittés très récemment. Je suis un collégien, j'ai fréquenté Ndjili. Pourquoi Ndjili pendant qu'il y a plusieurs communes dans la ville de Kinshasa? Ah, mais si j'avais pris Kimbanseke, Lemba, tout ça, on allait me dire pourquoi Lemba, pourquoi Kimbanseke. Mais lorsque vous parlez au moins, je ne sais pas ici à faire un Rando parce que
les musiciens chantent rando d'une manière au moins. Je ne sais pas si ceux qui chantent rando sont ndjilois. Non, ils ne sont pas ndjilois, mais ce sont juste. Non, j'ai pris un autre. Il y a une connotation au moins du genre conflit. Oui, parce que comme j'ai dit, le personnage c'était un Koulouna à une certaine époque. Alors, je sais pas, rando et Koulouna, ça se marie très bien. Donc vous avez situé rando dans Gilles. Bon, s'il faut les situer. Rando en Gilles. Oui, c'est-à-dire que j'ai pris Njili surtout parce que, comme je vous ai dit, j'ai fréquenté Njili il y a un certain moment parce que moi je suis du collège, un fruit du collège Bonsomi. J'ai fréquenté Njili, voilà. Quand j'ai voulu parler de la cité, je suis retourné un peu en arrière, je me suis revu tout petit, arpentant justement les chemins de cette commune-là. J'ai beaucoup apprécié de me retrouver un peu. Alors j'ai parlé de Njili parce que voilà, dans ce sens-là. Il y a quelque chose que je voulais juste que vous puissiez au moins sortir de ça. Parce que si il y a des fois vous criez, bon, ce sont juste vos. Lorsque vous narrez ici, nakoufié, kangai. Le message exact dans Rando. Vous essayez un peu de relater ce qui se passe en Djul avec le phénomène Koulouna ou... Non, dans Rando, je ne relate pas ce qui se passe en Djili. Je relate ce qui s'est passé un jour en Djili. Okay. C'est imaginatif, tout ça c'est fictif. Ça ne s'est pas réellement passé en Djili, mais moi j'ai pensé en Djili comme ça, par hasard. Et j'ai raconté une histoire, c'est une histoire qui se passe dans nos cités. Ça se passe partout, à Lingwala, à la commune de Kinshasa, à Ndjili, à Ntsele, à Kimbantseke, à Maluku. C'est des histoires qui se passent partout. Je ne pouvais pas prendre toutes les 24 communes, alors je n'en ai pris qu'une. Votre exclamation ici, ça nous dévoile quoi? Quoi? Oui, mais ça, il faut lire. Quand on lit le texte, on se rend compte qu'à la fin... En fait, on peut comprendre l'exclamation. C'est-à-dire que dans cette histoire-là de A, il y a deux cousins qui sont derrière la même fille. Ils se donnent, la fille a donné rendez-vous à deux cousins, presque au même endroit, tout ça. Mais les deux ne savent pas. Les deux ne savent pas. Pendant qu'ils faisaient ça, il y avait leur mère qui, de son côté, était en train de chercher une bonne. Mais les cousins ne savaient pas non plus. Alors, chacun, il y en a un qui a rencontré la fille, l'autre ne l'a pas fait. Alors, au dernier moment, ils se rendent compte que, lorsqu'ils sont à la maison, ils parlent un peu de leur échange. Celui qui a rencontré la fille se rend compte que c'est en fait la fille que son cousin attendait. Les deux échangeaient jusqu'au moment où la mère vient leur présenter la nouvelle bonne. En fait, c'était la fille. Alors, ils ont dit, ah, ils se sont étonnés, voilà. Les 34 nouvelles. Donc ici, il n'y a que des nouvelles. Dedans, il n'y a que des nouvelles. Merci. Merci beaucoup, Pat Quiton. Alors, les 34 nouvelles, s'il faut d'abord en quelques mots, avant de quitter les 34 nouvelles, s'il faut retenir quelque chose au moins dans ces contextes. En quelques minutes, que diriez-vous de 34 nouvelles? Ah, mais le 34, ça se résume bien, comme on dit dans la préface de mon grand frère Vincent Lomboumé, un des meilleurs écrivains que le pays connaît ou même peut-être ne connaîtra plus. Lui le définit très bien. Voilà, le 34 c'est un peu le dessin. C'est une peinture de Kinshasa, c'est une peinture du Congo. Parce que je dis Congo parce que Téléma se passe au port de Matadi. Je ne dis pas spécialement Matadi, mais en parlant de... J'ai mis les Congo dedans pour qu'on voit que ça ne se passe pas à Matadi, mais au Congo central, ça peut être à Boma, à Matadi, tout ça. Voilà, le 34, en fait, c'est une peinture de Kinshasa, du Congo, dans ces réalités, quelquefois, qui nous étonnent tous, mais dans lesquelles nous vivons. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, s'il faut le dire, après son départ, Pat essaie un peu de mettre à la disposition de la population congolaise une poésie, c'est ça? Oui, c'est une poésie, en effet, c'est un recueil de poèmes. Tété, intitulé Tété. Ouais. Ça s'appelle Tété parce que c'est un hommage, en fait, lyrique, on va dire, au professeur Gaston Kaboué, qui pour moi était, on va dire, un grand frère. C'était un grand frère. C'était un de mes proches, voilà.
Son départ m'a énormément blessé, m'a énormément choqué. Alors le poète que je suis, je n'ai eu que ma plume et mon encre pour essayer de l'immortaliser à ma manière. Triste mort, un souffle ça va, un autre devient encore. Oui, tel qu'on est là tous, quand on cesse de respirer, quand tu sors de la maison, on dit tel sort de la maison. Quand je sors, on dit c'est papa, c'est Patrick qui sort de la maison. Dès qu'on n'a plus le souffle, on va dire on sort le corps. Quand on n'a plus de souffle, voilà, on reste juste le corps, c'est tout. Juste la matière. Et Cogito? Donc Cogito, en fait, Cogito c'est je pense. Je pense un peu, je réfléchis. Hein, je me dis, bon, si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais devenir une âme qui plane quelque part? Est-ce que je veux me voir moi-même en train de mourir? Je me pose beaucoup de questions sur la mort parce que je rappelle, Tété est un ensemble de poèmes qui ne parlent que de mort. Ou qui ne sont inspirés que par la mort et aussi par tout l'amour que je lui portais, que je sais qu'il me portait aussi. Une pluie, mais après son départ, vous essayez au moins de mettre cet ouvrage pour honorer sa mémoire. Bon, le fait d'en avoir comme ça, le fait de regarder, le fait de toucher, de lire ça de temps en temps, ça ne vous affecte pas? Ben, ça m'affecte. Moi, je ne l'ai pas lu depuis que je suis sorti, hein, donc peut-être parce que ce sont mes propres textes, ou je ne sais pas pourquoi. Mais que ça m'affecte, c'est normal. C'est le fait que j'ai été affecté qui m'a poussé à écrire. Je suppose que le jour où je me mettrai à le lire, je serai affecté. Ça vous a pris combien de temps? Parce qu'apparemment, Maître Tété, depuis qu'il est parti, c'est pas même à moi, non? Si, ça fait 44 jours, je crois. 44 ou 46 jours. En tout cas. Vous savez, l'inspiration vous est venue le même jour, le jour de sa mort, ou bien quelques jours après? L'inspiration m'est venue le jour de sa mort. Le jour où j'apprends qu'il est mort, c'est ce jour-là que j'ai écrit mon premier texte. Et j'ai écrit presque tous les jours, jusqu'au jour où j'ai envoyé mon texte à la maison d'édition. C'est là que je me suis arrêté d'écrire. Waouh! Ça vous a pris combien de temps? Moins de... Donc, dans une semaine, un bon écrivain peut aussi publier. Bien, ça dépend, ça demande... Bon, après, après ça dépend des capacités que Dieu a données à chacun des écrivains, à chacun des poètes. Tété, le livre est sorti le jour de ces 40, ce qu'on appelle les 40 jours. Dans Tété, je crois qu'il y a 35 textes. On peut dire que de sa mort jusqu'au 40e jour, j'ai écrit un texte par jour. On peut dire ça, même si je crois que c'était 2 par jour, puisque je me suis arrêté au 25e jour, le temps que ça aille vers la maison d'édition, tout ça, pour qu'on essaie de voir comment on pouvait faire les choses avec célérité. Donc voilà, j'ai écrit 35 textes en 40 jours. Voilà, une question de curiosité, Patrick. D'où vous est venue d'abord l'idée d'écrire? C'était par vocation, par appel, par inspiration? Comment? Pour moi, écrire n'est pas une idée. Ce n'est pas une idée qui m'est venue. Je crois qu'il y a mieux qu'idée. Pour moi, écrire, c'est dans mon naturel. Donc, c'est pas une idée pour moi. C'est dans le naturel que j'écrive. C'est vraiment naturel. Dans le naturel. C'est ça qui vous a poussé au moins à pouvoir écrire dans moins de temps et mettre ça aussi à la disposition de tout le monde. Bon, écrire vite, je crois que ça c'est aussi, et Dieu merci, parce que dans ma rubrique Actu Poésie, moi j'écris presque tous les jours. J'écris presque tous les jours, il m'arrive d'écrire à la minute d'un événement, tout ça, voilà, il m'arrive de faire ça. Actu Poésie 2019 par exemple, qui est un condensé d'actualité du Congo. J'ai 200 poèmes dans Actu Poésie 2019. Dans Actu Poésie 2020 qui va sortir peut-être dans un mois ou deux,
J'ai écrit 220 poèmes. J'écris presque tous les jours, quoi. Boya, une nouvelle encore. Oui, Boya est une nouvelle. Boya, c'est une nouvelle qui parle de la détresse d'une mère, de la panique d'une mère vis-à-vis de la douleur, de la souffrance de sa fille. La mère ne prend pas soin, la mère n'est pas alertée par l'évidence, alors qu'en tant que femme, elle aurait pu l'être, mais on voit très bien que quand on panique, on peut sortir des sentiers que la conscience a bâtis pour aller ailleurs et finalement n'est pas trouver la solution, quoi. Boya, c'est l'histoire d'une femme en panique. Alors comment surmonter, bon, une fois qu'on vous annonce une nouvelle un peu triste, vous, quel conseil, bien quelle orientation donnerez-vous à tous ces gens qui vous suivent là pour pouvoir au moins surmonter ce genre de nouvelles, ce genre des histoires qui essaient un peu d'emporter tout le monde? Bon, après, Dieu nous a créés différemment. Moi, j'en connais qui sont écrivains, mais qui n'arrivent pas à écrire dès qu'il y a un problème, qui sont paralysés dans leur écriture, dès qu'il y a quelque chose qui affecte justement leur morale, voilà, une mort, tout ça. Mais personnellement, je suis plutôt de ceux qui ont toujours une idée à coucher sur un papier, quel que soit l'événement en face. C'est vrai. Même le jour où on va juste vous annoncer la mort de votre papa. Je serai très capable d'écrire. Comment ça? Par quelle magie? Bah, c'est pas de la magie, j'écrirai simplement. Les émotions, l'affection, d'abord l'amour, l'affection. Mais c'est ça d'ailleurs. Ça compte, non? Mais c'est ça qui fait bien écrire, justement. C'est ça qui fait bien écrire. Tété, je vous ai dit, j'étais très très proche de Tété. On se voyait presque tous les jours, tout ça. J'étais un de ses collaborateurs de tous les jours. Mais j'ai écrit 3 minutes après qu'on m'a annoncé qu'il était décédé. Je me suis mis à écrire. Je pleurais, mais j'écrivais. Où en sommes-nous avec la littérature congolaise? Ici, il faut faire au moins un petit bilan par rapport à notre littérature. Je crois que nous en sommes à un très bon niveau. La littérature renaît. Elle renaît, j'ai failli dire de ses cendres, mais bon, on peut même dire ça parce qu'à un moment ça a été carrément consumé. Je crois que la littérature, elle renaît. Elle renaît et voilà. Il y a des gens qui, avant nous et désormais avec nous, font ce travail-là. Voilà, il y a ceux de mon âge, il y a ceux qui sont moins âgés que nous autres qui font s'il faut énumérer ou bien dévoiler les vrais problèmes qui a causé au moins cette perturbation ou bien manque de pouvoir valoriser notre littérature, le vrai problème se trouve dans quel niveau? Personnellement, je pense qu'au départ, je pense qu'on a eu des bons écrivains. On a des bons écrivains chez nous. Il y a les Bolamba, il y a les Tolandais, il y a les Yves Moudimbe, tout ça. Il y en a qui, pour nous, même malgré leur silence de plusieurs années avant que nous ne prenions le flambeau, ben, ceux-là, ils demeurent des exemples. Ils demeurent le chemin balisé. Mais je crois qu'à un moment, chacun dans ses responsabilités s'est noyé un peu, qui dans la politique, qui dans autre chose, laissant tomber un peu cette littérature-là, malheureusement. Et ça donnait ce que ça donnait. Il y a eu les exils, il y a eu cet exode notamment vers l'Europe, tout ça, où une fois arrivé, on a un peu perdu certains repères, tout ça. Mais on est heureux de dire maintenant qu'elle renaît et que nous sommes de ceux-là qui vivons justement cette renaissance, pourvu que ceux qui viendront après nous prennent vraiment le relais, le flambeau. On espère que ça va aller. Qui peut-on appeler
poète et écrivain? Définir un poète, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Plus simplement, on dira qu'un poète, c'est celui qui fait de la poésie. C'est celui qui lit, qui écrit des poèmes. Mais beaucoup plus loin, on verra que est-ce que tout celui qui écrit un poème est vraiment un poète? Parce que je peux écrire un poème aujourd'hui et puis je m'arrête là. Je peux écrire un poème aujourd'hui, un autre demain et m'arrêter là. Est-ce que ça fera de moi un poète? Mais je crois que le poète, c'est surtout celui qui a cette capacité-là à prendre les mots et en faire une substance affective. Ça, c'est un magicien de l'âme. Celui-là, c'est un poète. Parce que tout écrivain n'est pas forcément dans le domaine de ce qui titille l'âme, de ce qui titille l'affectif, de ce qui titille le cœur. Hein, ce magicien-là qui justement réussit à nous mettre en contact de façon suffisamment imagée, de sorte que nous atteignions un certain niveau qu'on ne peut pas atteindre avec le rationnel, mais seulement avec l'affectif. Celui-là, il sera un poète. Tout celui qui écrit est écrivain automatiquement? Je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Ça dépend aussi de ce qu'on écrit. On ne dira pas d'un professeur d'université qui publie des livres que c'est un écrivain. Voilà. Un écrivain, je pense pour moi que c'est surtout celui qui est dans un contexte littéraire, qui produit des écrits dans le contexte littéraire. Celui-là, on peut dire de lui que c'est un écrivain. Nous sommes arrivés, Patrick, à la fin de notre émission. Votre d'abord appel, intervention, il faut interpeller la conscience de nos jeunes écrivains aujourd'hui. Après, vous allez juste vous adresser par rapport à vos ouvrages. Où faut-il les trouver? Bien, pour parler à... Pas seulement à nos jeunes frères, hein, parce que c'est aussi ça la mauvaise tendance de tout le temps mettre du poids, de la responsabilité sur les jeunes. Mais bon, quand on écrit... Avec la Renaissance aujourd'hui, on voit beaucoup plus le jeune, non? Oui, on voit les jeunes, mais il ne faut pas oublier qu'avec la Renaissance aujourd'hui, on bouscule aussi les vieux. Il y a des vieux qui se sont dit, ah tiens, mais en fait, cette affaire n'est pas finie, quoi. Revenons et recommençons à écrire. On bouge pas seulement les jeunes, on bouge aussi les aînés, les vieux, tout ça. Donc il ne faut pas toujours mettre toute la responsabilité sur la jeunesse. Mais bon, un appel à tout le monde, c'est-à-dire que quand on sent cette vocation-là, mieux vaut se mettre à écrire. Mais je pense que en matière d'écriture, la devise qui changera jamais, quel que soit le pôle où on se trouve, c'est que chacun de nous doit être dans le écrivons bien. C'est ça qui doit compter, parce que c'est la belle écriture qui doit transpercer le rideau des âges pour que le temps passant, un jour, on se dise que tiens, on est devant un écrit, et que donc, si on l'avait rencontré, celui qui avait écrit tout ça, on dirait qu'on a été vraiment devant un écrivain. Donc écrivons bien, demeure la règle pour chacun. En ce qui concerne mes ouvrages, c'est des choses qu'on peut, on les trouve déjà, on peut le trouver au centre, à l'Institut français, au centre culturel français, on peut le trouver là-bas, on peut le trouver au centre Béthanie, qui est dans la même enceinte que l'église Sacré-Cœur, où on peut carrément appeler et se faire livrer sur place. Voilà votre numéro, alors donnez votre contact si c'est possible moi. Alors c'est le contact qu'on peut trouver chez l'éditeur. Je crois que dans un... Moi, si on me permet... De toute façon, même après l'émission, il n'y a pas de souci. Voilà, après l'émission, on peut vous donner au moins les numéros, parce que j'ai vu David, mais là déjà demandé, avant même, je lui ai dit, tu vas patienter. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Patrick, nous vous disons merci de pouvoir partager votre expérience sur le plateau de Jeune, et surtout avec tous ceux qui vous suivent maintenant à la maison. Merci beaucoup à vous, et ça a été un honneur, ce sera toujours un honneur de répondre positivement à vos invitations. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à la grande équipe technique, Aimé Bidoya, merci Papi Kelly Bobois, Capella, merci Jessica Ndoya, merci. Bon suite de programme sur nos antennes. Suivez cette émission le mardi à 14 h, et surtout vous allez aussi le suivre sur Elali Madunga
Ngemi sur notre page YouTube. Donc abonnez-vous, suivez cette émission. Là, on se retrouve prochainement. Aurait le plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko boye to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue,